C'est toi ? Ben oui, c'est moi. Attends, je baisse le son. Dis, ça te dit de partir te balader en Sud-Gironde ? En Sud-Gironde ? Oui, allez. Alors j'ai une petite idée. Oui, vas-y. Si je te dis 1. Bastide avec marché le vendredi matin, 2. Festival de jazz au mois de juillet, et 3. Marie-Claude Jean, tu vois ? Ah, ben oui, évidemment. Donc, ok, on est parti. Nous voici donc à Montségur, Bastide de l'Entre-deux-Mers, avec sa place à arcades, ses ruées, ses remparts, et même le Drô, un petit affluent de la Garonne qui coule à ses pieds. Et dans cette Bastide, je l'ai choisie parce qu'il y a la halle, ou plutôt ses halles. Et c'est donc là que Marie-Claude Jean intervient. Par où commencer pour la décrire ? Donc c'est une Montséguraise d'abord, très impliquée depuis toujours dans sa ville, passionnée par ce qui fait sa ville, son bâti, son patrimoine, ses habitants, la transmission bien sûr. C'est une historienne de métier, c'est un auteur d'ouvrages passionnants sur le territoire et son histoire. La rencontre a donc été évidente, alors in situ, là, sous la halle, jour de marché, Marie-Claude Jean nous a raconté son histoire et montré ses caractéristiques de construction. Alors, quand on observe de près, c'est une vraie merveille de réflexion architecturale. Marie-Claude, on vous suit. Première chose à remarquer et qui est fondamentale pour cette halle, c'est qu'elle n'est pas sur un plan horizontal. La preuve, vous suivez les murettes. Ici, on part à 0. On arrive là-bas avec un dénivelé et ainsi de suite. Donc cet effet d'optique dont on n'a pas conscience est rattrapé justement, on a l'impression que c'est horizontal dès que l'on met les grilles du pourtour, qui ne sont pas toutes au même niveau, et l'horizontalité est rattrapée par les poteaux. Donc l'idée du maire de l'époque, Henri Sartier, 1867, il démolit l'ancienne halle, beaucoup plus petite, et il veut refaire de ce lieu, qui est voué au commerce, on le voit aujourd'hui encore, c'est-à-dire ce lieu, la place avec les arcades, etc., les Bastides, c'est pour du commerce. Et Henri Sartier, qui est médecin et a fait ses études à Paris, arrive avec des idées nouvelles, prend du recul et dit on va faire de cette place un jardin d'agrément avec une galerie qui servira de halle. C'est extraordinaire. Vichy chez nous. Donc, il fait faire cette première partie, c'est pour ça qu'il faut être in situ, qui est ce qu'on appelle la galerie périphérique, qu'ils appelaient la vieille halle, puisqu'après il y a eu la suite, et avec les matériaux de l'époque, c'est-à-dire la fonte, les poteaux de fonte qui sont faits à la fonderie de Beaulac-Bernos, costaud, décor classique, un corinthien, je suis toujours obligé de me reciter les 3 heures, dorique ionique corinthien, c'est celui-là. Et on arrive avec l'architecte de l'époque, Fagé, dont le nom n'est pas forcément à retenir, parce que lorsqu'ils arrivent aux portes, elles se démolissent. Alors l'astuce, donc, c'est d'utiliser les matériaux de l'époque et de faire du classique avec les frontons au-dessus des portes, et les portes sont conçues comme de véritables arcs de triomphe. Manque de bol, là-bas, ça s'écroule. Pourquoi ? Parce que Fagé était parti d'une idée de plan horizontal. Vous voyez que je suis toujours mon idée. Alors il refait les plans. Bien, la partie périphérique est terminée, merveilleux. Et le jardin d'agrément ne s'est pas développé. Mais en 1870, ils ont vraisemblablement planté un arbre de la liberté de la Troisième République, puisqu'on l'a sur des photos. Ok, Marie-Claude, la première halle se bâtit sous le maire Sartier. Mais il va se passer quelque chose qui va modifier la suite. Dans cette époque-là, il y a la crise du phylloxéra. Les vignes ne rapportent plus, c'est la catastrophe. Et notre région se reconvertit avec la culture du prunier d'Ante. D'ailleurs, Sartier avait mis au point
une méthode de taille des prunes aidantes pour augmenter la rentabilité. Bref, ici nous sommes près du Lot-et-Garonne. Nous sommes toujours dans cette polyculture qui n'est pas uniquement la monoculture de la vigne de l'Entre-deux-Mers. Non, les prunes arrivent en quantité. Alors imaginez, mois d'octobre, les prunes sur cette partie étroite, les brouillards, la pluie. Du coup, c'est pour ça qu'il faut être in situ. On tend une bâche entre ici, c'est-à-dire à l'est, là, au-dessus de la rue, pour étendre l'espace couvert. C'est vous dire. Quand même, on est 30 ans après, on arrive en 1897, 67-97 pour simplifier. Et le maire de l'époque, il y a une génération qui s'est développée entre. Le maire de l'époque dit on ne peut pas rester comme ça avec notre bâche là, amovible, bref. Et décide de couvrir la partie centrale. Alors là, ça se complique aussi. Parce que vous voyez, la partie centrale à couvrir est assez considérable. Couvrir quelque chose, c'est ne plus avoir de lumière et avoir des supports. Je ne sais pas dans quel ordre il faut le donner. Toujours est-il que Valton, qui est l'architecte des bâtiments de France, l'architecte départemental à cette époque-là, fait les plans de cette partie ici, qui est conçue en préfabriqué. Tout est arrivé en éléments, c'est-à-dire, vous voyez ces éléments de ces poutres ici, tout est arrivé en pièces détachées, mais parfaitement adapté à ça, c'est du sur-mesure, et nous avons une seconde halle qui s'emboîte dans la première. Toujours nos problèmes de niveau. Alors vous observerez comment ils ont résolu le problème astucieusement. Ils ont enfoncé plus ou moins les nouveaux poteaux. Première série, il a fallu les faire plus ou moins longs, ça a été un peu compliqué. Seconde série, on les a plus ou moins enfoncés dans le sol, c'était plus pratique. Donc cette seconde partie présente l'avantage d'avoir 2 étages de verrière pour éclairer la halle. Pour alléger la charpente, on a des quadrilobes, c'était dans les supports, là, dans les poutres, vous voyez, aux angles. Les poutres les plus renforcées, ce sont celles des angles. Mais il n'empêche qu'on y a laissé une certaine légèreté. Et les autres secondaires ont des croisillons. Et également, dans les angles, on a mis des éléments décoratifs que vous voyez avec ces retours. C'est purement... ces consoles sont à la fois utiles pour porter la charpente, mais en même temps décoratives. Donc on a quand même le souci de l'esthétique. On est là, sous cette halle, et c'est vrai, c'est impressionnant combien elle est jolie à regarder, aérée, presque légère. Alors Marie-Claude, tout ça se construit comment ? Côté technique, on s'éclaire, merveille. Mais quand il pleut, on se mouille. Non, on ne se mouille pas, mais il faut capter les eaux. Donc, pour faire le raccord, ce raccord se fait au niveau de chéneaux. Là, au-dessus de nous, vous voyez cette plateforme, c'est un chéneau de récupération des eaux de tout cet espace et de celui-ci. Et parfois, ça s'engorge d'ailleurs. Et que fait-on de l'eau ? Elle s'écoule par ceci qui n'est pas du tout un poteau, mais des tuyaux, ce sont des tuyaux de fonte qui captent l'eau et l'amènent en sous-sol. Voilà, regardez là-bas. Voilà. Dernière chose intéressante aussi, mais ça c'est beaucoup plus classique, dans les portes cochères, vous avez toujours en bas, vous voyez, ces espèces de retours en métal, c'est pour éviter que les charrettes ne frottent le côté. Mais vous les avez également dans les immeubles. Donc cette halle a cette originalité de suivre le plan incliné naturel et de devenir une salle de spectacle. Nous sommes ici, quand vous avez un spectacle à Montségur, réservez les places ici, pas devant. Vous y voyez beaucoup mieux. C'est pas intéressant quand même. La halle nous amène également à avoir une réflexion sur l'architecture, l'urbanisme. Alors, pour l'architecture, je vous dis, elle est à la fois classique. Vous regardez les frontons, vous regarderez les métopes et les triglyphes. Alors, ça fait savant, ça. Vous en jetez plein en disant ça. Et donc, on a allié la pierre, c'est-à-dire le matériau classique, et les matériaux de l'époque. Comment on a... je vous ai dit, c'est arrivé en pièces détachées. Il a bien fallu les assembler. Alors, vous regarderez sur l'autre porte, il y a une photo là-bas, où on a les riveteurs, c'est-à-dire qu'au sol, il y a des gens qui font chauffer des petits bouts de fer, parfaitement adaptés, et après, quand le bout de fer est chaud, il y en a un qui monte à l'échelle rapidement, 2 autres qui l'attendent, un d'un côté, l'autre de l'autre, pour appuyer des 2 côtés. Alors qu'ici, nous avons des boulons en bas, je pense. En haut, partout, c'est riveté comme la Tour Eiffel. C'est la technique de la Tour Eiffel. Et ça ne bouge pas. Il suffit de l'entretenir. Donc, ça a été un jeu de construction. Ils ont tout monté au fur et à mesure. Il y a une photo qui l'exprime très bien là-bas.
C'est tout. Merci beaucoup, Marie-Claude. Oui, au revoir. Votre regard porté sur la halle ne sera plus le même, n'est-ce pas? Vous saurez peut-être même à épier tout ce qui peut s'observer. Et c'est tant mieux. Alors n'hésitez pas à consulter les ouvrages, les sites et les autres infos que vous retrouverez dans la description de l'épisode. Un grand merci à Marie-Claude Jean qui nous a guidés en nous permettant de poser notre regard là où il fallait et de comprendre ce bâtiment surprenant. Si vous avez encore envie d'écouter cet épisode ou le conseiller à d'autres autour de vous, il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, YouTube, etc. Et si vous avez envie d'exprimer votre joie ou toute autre chose, vous pouvez nous le dire sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram sous le nom de Variason. Mais vous pouvez aussi nous écrire par mail sous le nom variason, variason, @gmail.com. Car un podcast c'est fait aussi pour être partagé, discuté, commenté. Bref, n'hésitez pas, nous vous répondrons assurément. Alors à très bientôt pour le prochain épisode, en route pour le Sud-Gironde. Encore? Et où cette fois? Ben oui, bien sûr, ça sera la surprise. Ciao, ciao.